Joy, si je ne me trompe pas, quels que soient les textes, ton travail commence toujours par une enquête approfondie dans une sorte de réalité brute, humaine, sociale. Et depuis, donc, ou en tout cas ces derniers mois, le terrain que tu as défriché, exploré, creusé, était celui de la psychiatrie et de l'hôpital psychiatrique. Et donc ce soir, Joy nous fait le cadeau de la lecture du texte de son futur, d'un extrait de son futur livre. Donc c'est un work in progress quand même, hein, ce ne sera pas forcément exactement la forme définitive. Je vais te laisser peut-être nous le présenter. Enfin, je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose avant ou juste faire la lecture comme ça. Ça s'appelle Fou comme un lapin. Et donc, elle est accompagnée de Florentin Gillot. Et c'est sur une musique qui a été composée spécialement pour ce texte par Jérôme Combier, qui n'est pas là et que je ne connais pas, d'où cette erreur, pardon. Et écoutez, je vais vous laisser à la lecture et à la musique. Et puis, je vous retrouverai après. Merci. Ici, ce qui frappe d'emblée quand on y entre pour la première fois, c'est l'odeur. Elle flotte en nappe épaisse, une odeur de collectivité et de macération, de choux bouillis et de détergent, de sauce refroidie et d'inquiétude, âcre, insistante, une odeur d'enfermement. La chaleur aussi, étouffante. Peut-être parce que ceux qui vivent là se tiennent quasi immobiles. Alors on pousse les radiateurs à fond, on tâche de maintenir la température des corps ankylosés à 37 degrés. Puis le regard panote et s'arrête sur une enfilade de portes aux lucarnes opaques, un faux plafond résistant à l'incendie, des spots encastrés, une lumière sans contraste, une plante verte qui a l'air fausse, on ne sait pas. Je reconnais une mélodie de Bob Marley. Elle vient du fond du corridor. La dernière porte est entr'ouverte. Je vois bientôt dépasser un pied nu et potelé de femme qui n'ira pas plus loin et dont la fixité m'impressionne. Un pied menaçant, réprobateur, ironique. Je n'imaginais pas qu'un pied puisse être aussi expressif. Plus loin, un homme en survêtement marine, floqué du logo de l'hôpital, tourne lentement en rond, ne rend ni bonjour ni sourire. Il déambule. Est-ce que déambuler apaise ou ralentit la folle activité de son cerveau? Voilà une première impression. La seconde, ce sont des figurants rayés aux gestes suspendus ou hachés, des chaussons qui glissent, des voix pâteuses, des élocutions empêchées, des mots heurtés, des ventres à la proue ou creusés, des bouches abîmées, salivantes, des corps trop secs ou trop lourds, voûtés, épaissis par les médicaments, des regards fuyants, torves ou plantés comme des flèches empoisonnées, des faciès figés par la chimie, des mains mangées, et une infirmière qui arrache les mauvaises herbes du jardin, soigne les 3 roses et l'unique tulipe. Il y aura d'abord l'impossibilité de voir autre chose, puis il y aura une multitude d'impressions plus contrastées, plus subtiles, plus riches, encore plus sinistres et beaucoup plus joyeuses. Et surtout, il y aura Franck. Franck est bien connu au pavillon 4B. Il y fait des séjours réguliers depuis plus de 20 ans. De l'appartement de sa mère au centre de crise, de l'hôpital de jour au foyer d'accueil médicalisé, puis retour à la case départ en service fermé. Il a 40 ans. On me dit qu'il est schizophrène chronique, et la première fois que je le rencontre, il vient de passer 1 mois en chambre d'isolement. Il en est sorti 1 heure plus tôt. J'aime immédiatement son allure christique. Cheveux aux épaules, bras écartés pour saluer, pieds nus, ongles démesurément longs, regard franc qui enveloppe les choses et les hommes dans une même douceur, gestes ralentis sous l'effet des médicaments, de l'isolement, et peut-être aussi d'une infinie précaution. On ne lui a pas rendu ses chaussures de peur qu'il s'enfuit, et il porte encore son pyjama anti-suicide de papier bleu. Je suis frappée par ce vêtement qui n'en est pas un, qui n'habille aucun corps, couvre à peine. Franck est comme nu, c'est ainsi que je le vois.
Il enfile une polaire sur le pyjama en crépon, une paire de claquettes de piscine, propose de s'asseoir dans la salle télé et raconte volontiers. En ISO, vous savez, la première semaine, on croit qu'on va mourir. Et puis on s'habitue, ça va. Et comment on occupe ces longues journées enfermées? Je me fais des délires cosmiques. Vous savez, je suis schizo et parano au dernier stade. Mais c'est quoi le dernier stade? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un stade au-dessus qu'on n'imaginait même pas? Le stade encore au-dessus, le stade ultime, c'est moi en objet céleste, aspiré, englouti et dissous dans un trou noir. Puis Franck raconte une vie de peine et de violence sur un ton équanime. Petit, j'étais dyslexique et mon père me tabassait. Comme il était médecin, il savait exactement où taper pour que cela laisse le moins de traces possible. Il me cognait pour un oui ou pour un non, parce que j'avais utilisé trop de papier toilette. Ma mère buvait 2 bouteilles de Porto par jour. Ça peut vous paraître beaucoup, mais dans son village, c'était la norme, la dose habituelle, tout le monde buvait ça. La dernière fois que mon père m'a frappé, j'avais 13 ans, c'était un 14 juillet, le sang a giclé, je me suis rebellée, j'étais devenue grand et fort, j'ai eu le dessus. Mais je n'ai jamais dénoncé mon père. J'ai toujours gardé ça pour moi, je ne voulais pas qu'on m'envoie à la DAS. D'ailleurs, je ne lui en veux pas, j'ai juste parfois un peu de rancœur. Il vient me voir à l'hôpital, il m'apporte des clopes. J'aime mes parents, c'est comme ça, on ne peut pas m'enlever cet amour. Voilà, après cette mauvaise période, j'ai passé un CAP paysagiste jardinier. J'étais très bon en taille d'if. J'ai travaillé quelque temps au service espace vert et ça m'a lassé. Alors je me suis dit, pourquoi pas chasseur alpin? Mais la semaine précédant l'examen, je ne dormais pas. Je fumais du shit en regardant la télé, j'ai pété les plombs et tout ça s'est terminé à l'HP. J'avais 19 ans, c'était mon premier séjour. J'y suis restée 2 ans. Quand je suis sortie, j'ai rencontré une fille. Je ne travaillais pas, j'étais asociale de toute façon. Alors je me suis installée chez elle. On était bien. Je lui cuisinais des pâtes à la carbonara, des cuisses de grenouille et du roast beef. Et on est même descendu à Cannes en vacances. Ma copine était nympho, mais je m'en foutais. Ça a tenu comme ça plusieurs années, et un jour, à nouveau, j'ai fumé trop de shit. Mes yeux sont partis à l'arrière de ma tête. Ils se sont collés au fond de mon crâne, et ils me regardaient. Ils me surveillaient, c'était insupportable. J'avais trop de délire en moi. Et aussi le cadavre d'un jumeau que j'avais avalé dans le ventre de ma mère parce que j'étais le plus fort des deux, le plus volontaire. Trop de délire en moi. Et des morceaux de moi qui s'éparpillaient, mon estomac qui disparaissait, mon ventre qui devenait creux, troué. Il va mieux maintenant. Touche. Regarde comme il est bien bombé. Trop de délire en moi. Et un ectoplasme qui m'espionnait, me suivait partout en silence, glissait sur les murs, le plafond, le sol. Tellement de délire en moi qu'il paraît que j'ai agressé un patient en arrivant parce qu'il marchait avec mes jambes. Il m'avait volé mes jambes, ce bâtard. Lors d'une précédente hospitalisation, Franck a trouvé un hérisson dans le parc de l'hôpital, sous un banc, en boule, au milieu d'un amas de canettes écrasées et de mégots. Il avait l'air mal en point. Franck l'a déposé dans le creux de sa main, a serré jusqu'à saigner, a glissé l'animal dans la poche de son blouson et l'a ramené au pavillon 4B. Il le nourrira des reliquats de ses déjeuners en barquette, le cachera dans le faux plafond de sa chambre, l'utilisera pour ses cérémonies vaudou. Pendant 2 semaines, chaque soir, Franck libère le hérisson de sa cachette, lui donne quelques pelures, de l'œuf dur écrasé au fond de sa poche, gratte affectueusement son ventre rosé, puis installe l'animal terrorisé sur la table de nuit, dispose en cercle quelques pierres, turquoises, jade et quartz, et récite la Kabbale. Franck étudie aussi la numérologie et m'apprend que si on annonce 888 en boucle, on rajeunit. Que si on répète Tao pendant 3 heures allongé sur son lit, on entre immanquablement en transe. Franck est un chaman. Il a dissimulé en divers recoins de la chambre les objets nécessaires à ses cérémonies. Il opère la nuit avec quelques bougies, le briquet volé à une aide-soignante, un pendentif scarabée, une bague de templier, un petit Bouddha en pierre de lune, autant de trésors qui ont miraculeusement échappé à la fouille. La petite enceinte reliée à son portable diffuse de la trance Goa en sourdine. Au mur, il a épinglé les dizaines de dessins réalisés en ergothérapie. Des mandalas multicolores, des dragons, des fleurs vénéneuses. En ergo, on incite Franck à dessiner pour favoriser sa concentration, plutôt qu'à sculpter une activité plus hachée, plus morcelée, qui convient moins à son tempérament versatile. Lors d'un précédent séjour, Franck a pourtant sculpté son sexe, une magnifique céramique rose dressée. Il dit que c'est son sexe d'avant, avant d'entrer à l'hôpital, avant qu'on tue sa libido avec les traitements.
Il ajoute qu'il compte bien retrouver son véritable sexe en sortant d'ici. D'ailleurs, il a le projet d'épouser une sorcière sans famille, sans descendance ni ascendance, qui manie les pouvoirs du feu et de l'eau, règne sur les serpents et les araignées. Une guérisseuse qui soigne avec des plantes, la belladone et le perce-neige. En attendant, Franck pratique le vaudou et la magie blanche, celle qui œuvre pour le bien. Et avec un hérisson, c'est encore mieux. Mais au bout de 2 semaines à vivre dans un faux plafond nourri d'écorces d'orange et de trognons de pommes, la pauvre bête est morte. Franck l'a laissée pourrir et se dessécher quelques jours, puis l'a déposée devant la porte du psychologue pour lui jeter le mauvais œil. Je demande à Franck pourquoi il a passé 1 mois en chambre d'isolement. Je me suis enfuie, les infirmiers m'ont coursier. Je me suis cachée dans une poubelle. Je voulais seulement prendre mes 500 € à la banque et revenir. Mais j'ai acheté du shit, je me suis envoyé un whisky à 11 € au comptoir, j'étais défoncée. Je me suis écroulée, je me suis fait dépouiller. Les flics m'ont ramenée. Ça n'a pas duré longtemps, cette petite promenade. La vérité, c'est que j'ai fugué pour me faire tatouer. Le Christ et Marie sur le bras gauche. C'est pour ça que j'avais besoin des 500 €. Pour me calmer, me punir plutôt, on m'a mis d'office en ISO. Mais parfois, quand je me fais trop peur, c'est moi qui réclame l'isolement. Quand je suis en délire, que je regarde intensément le ciel et que je vois une multitude de points lumineux mobiles comme des fées, ou quand je sens que j'ai le sexe tout mité, et surtout quand je sens que je deviens loup-garou. Je vais apprendre que Franck est en sdreux, soin sans consentement sur décision d'un représentant de l'État, pour violence, qu'il a poignardé le chien de sa mère. Pourtant, Franck raconte que c'est lui qui est déjà mort 10 fois, poignardé dans la rue par des passants, puis ressuscité. En réalité, il ne dit pas « je ressuscite », il dit « je revis », et cela fait une grande différence. Cela signifie que la vie est tapie en lui, qu'elle ne tombe pas du ciel, qu'elle n'est pas une grâce ou un miracle, mais une ressource. Franck me raconte le loup-garou blotti dans ses intestins, m'assure que s'il ne prend plus ses médicaments, il redevient la bête, que la conversion est immédiate. Mais la malédiction n'est pas tant d'être loup-garou que d'endosser cette apparence effrayante quand ses pensées sont pures et son cœur plein de bonté. Franck, le tendre monstre, se désole de faire peur aux passagers du métro, alors que sa transformation, me dit-il, n'a pour objet que d'absorber les ondes négatives qui polluent les alentours. Mais comment être compris quand l'expression de mon visage ne coïncide pas avec la vérité de mes intentions ? Franck propose de me montrer sa face de loup-garou, un simulacre de métamorphose, pour que je comprenne, que je fasse l'expérience de la peur. En un éclair, il change d'expression. Ses yeux fixes exorbités, il se met à trembler, crispe sa mâchoire, retrousse ses babines, sort les crocs, serre les dents à s'en faire péter les mailles, souffle, crache et cela dure. Je baisse les yeux, il insiste, la veine temporale qui palpite, le rouge qui monte au front. Je n'ai pas peur. Peut-être parce que je suis à l'hôpital et non sur le quai du métro. Puis Franck s'arrête net, rigole, satisfait de sa performance. Alors, t'as flippé ? Mais si tu fais le fou, Franck, c'est donc que tu ne l'es pas. Si tu simules la bête, c'est que tu es homme. Il me semble à cet instant que tu feins autant la folie que la raison, que tu sais exactement où tu te tiens et tu es le seul à le savoir, peut-être ni d'un bord ni de l'autre, ni dément ni sage,
Quand moi j'ai le vertige, je ne sais plus rien. Je crois que tu m'as eu, Franck. Je crois aussi que je comprends mieux. Franck, fou, ça te dit quoi comme mot? Est-ce ainsi qu'on te désigne? Est-ce ainsi que tu te représentes? On pourrait dire aussi malade mental, insensé, dingue, dément, furieux, schizo, taré, asocial. Non, fou c'est mieux, j'aime bien fou. Ça ne me vexe pas. C'est le mot le moins violent, c'est amical, c'est plus léger, je trouve, moins dramatique. Et surtout, c'est le même mot pour tout le monde. On est tous fous ici. Pas de distinction entre les schizos et les grands mélancoliques. Tous embarqués dans la même galère, avec la bizarrerie et la souffrance en partage. Ça ne me plaît pas que les médecins nous collent sur leur grand tableau, dans leur classeur à pathologie mentale. Une aide-soignante lui avait dit « Franck, tu es fou comme un lapin ». Il avait répondu « C'est vous qui êtes fou comme des bourdons » et avait pris l'aide-soignante dans ses bras qui s'était dégagée avec précaution. Je pense au lapin fluo de l'artiste Eduardo Cac. Son ADN avait été mêlé à la protéine fluorescente de la méduse et l'animal mutant brillait dans l'obscurité, d'une lumière verdâtre inquiétante. C'est vrai que Franck éclaire dans le noir d'une lueur étrange. Franck lui aussi est augmenté d'un délire et de diverses manipulations chimiques. Franck s'était emporté contre le médecin qui le premier avait posé un diagnostic, l'avait désigné comme schizophrène plutôt que fou. Il avait eu le sentiment qu'on prenait le pouvoir sur sa vie, ce pouvoir de la science raisonneuse sur une existence fuyante, la confiscation d'une expérience radicale et singulière, l'élucidation à marche forcée, une lampe braquée sur un visage fermé, récalcitrant, et ses noirs lacs intérieurs. Franck veut rester incompréhensible, c'est tout ce qui lui reste. Franck pourtant déborde de phrases qu'il consigne chaque matin sur le mur des mots, un tableau blanc dans la salle commune à la disposition des patients. On y lit par exemple « Ici, bien souvent, on entend parler le silence ». On y lit aussi « Les mots ont une consonance vibratoire digne du Big Bang ». On y lit même « Le temps n'est qu'une porte, la vie qu'une fenêtre, je reviendrai ». Franck est bavard, il parle comme on pratique des saignées, faire sortir et s'écouler tout ce qui bloque, les stases toxiques, remettre en mouvement le verbe mal oxygéné qui ne circule plus. Parler le libère, recrée de l'espace à l'intérieur de Franck. Mais parfois les mots ne sont pas les siens, les voix viennent d'ailleurs. Elles roulent dans sa tête ou agacent son tympan, des hallucinations auditives, des mots pleins de frayeur. Un jour, Franck a eu si peur de ces voix étrangères qu'il s'est caché dans le faux plafond de sa chambre, comme le hérisson. On l'a cherché 1 heure, 2 heures, il est resté tapi dans le noir, contorsionné entre les fils électriques et les poutrelles métalliques, puis le plafond a cédé, Franck est retombé lourdement sur son lit et sur ses pattes. Le médecin lui a demandé si les voix parlaient dans son cerveau ou dans son oreille, et m'apprend que les hallucinations auditives n'ont pas que des effets délétères, qu'elles sont aussi comme des compagnons, qu'elles viennent combler des vides, des solitudes. Et même si elles réveillent d'insupportables angoisses, elles incarnent des présences, occupent les places vacantes, éclairent des gouffres. Il ajoute que le délire est comme un rempart de l'individu contre son propre effondrement. Quand le sol se dérobe, les voix forment un étayage, peut-être précaire, mais qui à cet instant prévient la chute fatale. Alors quand d'autres sont désespérément mutiques, plus de mots, parfois plus de bouche, édentés, lèvres englouties, Franck parle et ça parle en Franck. Les mots entrent et sortent, les mots l'assaillent, s'installent, le colonisent, il les recrache. C'est une bataille sans fin, les mots tourbillonnent au dedans et au dehors. Il parle et ça parle en lui.
Mais ce que Franck supporte le moins, c'est d'être parlé par les autres. Franck entend des mots abscons qui sont censés le concerner, les mots des médecins, leur funeste sabir, et il n'aime pas ça. Il entend incurie, apragmatisme, clinophilie, catatonie, dissociation, stéréotypie, subagitation. Il entend des noms de médicaments et ça ne lui dit rien qui vaille. Clozapine, Loxapac, Solian, Risperidone. Ces noms le blessent, parfois davantage que les voix maléfiques qui viennent le visiter. Franck refuse d'être cette somme de mots qui ne lui appartiennent pas et dont le sens lui échappe. Il refuse d'être interprété, d'être traduit dans une autre langue, le dialecte psychiatrique. Il abhorre ce lexique médical qui code sans ménagement le moindre de ses énoncés. Ça ne lui va pas qu'on lui fasse dire autre chose que ce qu'il dit. Ça ne lui va pas que les mots aient des sens à double fond. Ça ne lui va pas qu'il y ait un en-deçà du langage et que les mots soient des symptômes. Il sent comme de la suspicion dans l'air. Quand Franck dit au psychiatre « Je suis la viande et vous êtes le couteau », il n'y a pour lui rien à interpréter, rien à commenter, rien à traduire. Il est la viande, le médecin est le couteau, c'est un fait. Un gros bloc de réel, lourd et dur comme de la pierre, impossible à déplacer, planté là pour l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si j'avais voulu dire, j'aurais dit. Parfois, Franck perd patience et les médecins aussi. Et quand il raconte la vision qu'il a eue la nuit précédente, il ne supporte pas que le psychiatre qualifie cette vision de rêve, l'accuse d'avoir dormi et rêvé. Vous voyez, j'escaladais le mur du cimetière. C'était difficile. Je m'écorchais les mains, les genoux. La pierre était froide et glissante, mais je devais absolument passer de l'autre côté pour rejoindre le mont Sinaï. J'arrive enfin en haut du mur, et là, à la place du mont Sinaï, je vois un immense centre Leclerc. Vous imaginez la déception. Le médecin s'interdit de sourire, voudrait emmener la conversation ailleurs, plutôt sur la terre ferme. Monsieur, on avait évoqué la possibilité de diminuer la dose de zolpidem au coucher. Arrêtez avec vos mots en Z, et surtout arrêtez de m'appeler monsieur. Franck s'agace que les médecins s'adressent ainsi à lui. Monsieur, prenez un siège, monsieur, prenez vos médicaments, monsieur, prenez sur vous. Il y entend une distance, malvenue alors que Franck a remis sa vie entre leurs mains. Il y entend une certaine condescendance quand il est mal luné. Les infirmiers l'appellent par son prénom. Franck préfère, c'est plus doux. Il faut dire aussi qu'ils vivent ensemble, partagent leurs clopes et souvent se tiennent la main.
Ce matin, Franck est avachi sur une chaise, assommé par les cachets. Il bave et sa tête lourde, comme guillotinée, nuque cassée, repose sur sa poitrine. Cette tête pèse 1 tonne, lestée de tout le poids des médicaments et des ressassements, de ces pensées qui sont bien plus qu'une simple activité neuronale, plutôt une coulée de plomb qui entraîne tout son corps vers l'avant. Plus loin, une femme s'est assoupie contre un radiateur, son corps contorsionné, ventousé au radiateur dur et froid. Ici, on dort assis ou debout autant que couché. Ici, tout se fige dans la glace des neuroleptiques, de l'enfermement et de l'ennui. Le temps aussi est une banquise, à moins qu'il ne soit de la mélasse, un truc qui colle et se distend. À force, ce n'est même plus du temps, mais une masse informe qu'on voit glisser en apesanteur dans les couloirs, telle une créature de Miyazaki. Les soignants tentent bien de le recréer artificiellement, ce temps, avec des horaires, des rituels, des rendez-vous, heures des repas, des clopes, de l'ergothérapie, et même une immense horloge derrière une vitre incassable dans la chambre d'isolement. Mais cela ne suffit pas. Le temps est mort, ne reste que cette durée poisseuse qui englue chaque mouvement. Je la sens épaisse et tiède dès que je pousse la porte du service. Et c'est bien tout ce que je peux sentir, car la douleur de Franck, je ne la comprends pas, j'y accède à peine. Je ne dispose que de quelques gestes, la possibilité de lui faire un signe amical, de lui adresser un salut. Cela peut être une main furtive sur l'épaule, un mot. Rien de ce qu'il me demande n'est possible ni autorisé. Lui ouvrir la porte, lui acheter un sandwich grec au kebab de la place du marché, lui rapporter de l'encens. Alors il ne nous reste que des détails, mais qui prennent ici une importance. Un rire, un regard, une patience, rapprocher un siège, ramasser une cigarette, prévenir qu'il y a une marche, un courant d'air, attention ta tête. Un geste concret, matériel, une action minuscule, pour que quelque chose existe enfin avec certitude dans cet espace imprécis, cotonneux, hypnotique. Quand Franck est au plus mal, totalement morcelé, il se tape le front pour vérifier son intégrité physique, enfile plusieurs couches de vêtements, une cagoule pour empêcher son corps de s'éparpiller. Il sent des insectes courir sous sa peau, son œil plafonne, sa respiration siffle. Il se racle la gorge. Ce sont des signes annonçateurs. C'est qu'il va exploser. Dans la nuit, on entendra Franck ululer. Les mêmes phrases en boucle. Une mélopée sous la lune en carton qu'il a scotché au-dessus de son lit. Il ulule d'une voix aiguë, de longs gémissements. Le loup-garou s'est métamorphosé en chouette, les yeux rouges sont devenus jaunes, les poils noirs épais et drus des plumes neigeuses. Franck divague, en proie à son cerveau. Et ses errances, ses promenades nocturnes allègent peut-être les angoisses. Franck divagant se déplace, fait circuler l'air et son corps, les paysages défilent, il trace des pistes. Une chouette, perchée sur l'armature métallique du lit d'hôpital, présence merveilleuse et inquiétante dans la nuit psychiatrique. Un rapace qui fait entendre sa plainte dans toutes les chambres, tous les couloirs du pavillon. Les ululements cessent avec le lever du jour. La lumière matinale redonne forme humaine à Franck, les serres redeviennent des mains, lâchent le rebord froid du lit. Il glisse épuisé sous la couverture, s'entortille dans les draps, somnole, bercé par les bruits extérieurs, sirènes lointaines, moteurs ralentis dans l'enceinte de l'hôpital, et plus près les sons du pavillon qui s'éveillent, tout ce que l'on entend du fond de son lit, ces tonalités si caractéristiques de l'internement. Des pas dans le couloir, l'incessant cliquetis des clés dans les serrures, les chariots de ménage des agents hospitaliers qui frottent, le rieur en rafale, le plaintif, le gueulard, celui qui cogne dans les portes, les radiateurs, les murs, et toute cette fureur, toute cette peine étouffée, à bas bruit, chuchotée parce qu'on est à l'hôpital, et qu'à l'hôpital on ne hausse pas la voix, on se contient, on se calme, on est là pour ça. À l'hôpital, les voix sont posées, sereines, la voix de la raison doit avoir le dernier mot. Pourtant, malgré ces bruits continus, une forme de silence règne dans les couloirs, comme un ralentissement, une décélération générale de la vie. Les bouches s'ouvrent lentement, les mots se forment sur le palais, passent à peine les lèvres engourdies, coulent sur les mentons, roulent au sol avant qu'on ait pu les intercepter. Petit à petit, je me laisse contaminer par cette torpeur. Et on sent même parfois dans l'air comme une douceur ouateuse, enveloppante.
L'ambiance n'a pas toujours été aussi apathique à l'hôpital et les patients aussi dociles. Avant la découverte des neuroleptiques au début des années 50, ça hurlait du matin au soir. Et puis on a inventé de nouveaux médicaments révolutionnaires. On a fabriqué du silence chimique, mis les neurones affolés sous cloche. Et les fous, sédatés, déconnectés, domptés, se sont finalement tus. Aujourd'hui, ce silence est parfois aussi insupportable et assourdissant que les télécris. Avant l'invention des neuroleptiques, Franck aurait sans doute ululé chaque nuit, et plus sûrement hurlé à la lune. On l'aurait soigné avec du vitriol mélangé au quinquina, du camphre, du musc, de la teinture de digital, de l'opium et du hashish, de la valériane médicinale, de la poudre de pâte d'écrevisse. On lui aurait cautérisé le crâne, on l'aurait enfermé dans une citadelle, on lui aurait imposé des cures de sommeil et la camisole de force, appliqué un fer rouge sur la nuque, frictionné la tête préalablement rasée avec du vinaigre, on l'aurait saigné pour le vider de ses humeurs sombres, on l'aurait fait dégorger jusqu'au malaise, on l'aurait purgé à coups de vomitifs, électrocuté, lobotomisé, plongé dans le coma en lui injectant de l'insuline. Pendant des siècles, on l'aurait soigné avec de l'eau. L'eau qui purifie, assainit, lave des péchés, fait ruisseler les impuretés et le poison, refroidit les ardeurs, réconforte aussi. On lui aurait infligé de violentes douches glacées pour le mater, lui couper le souffle, le réduire au silence, éteindre le feu de son délire et lui faire avouer sa folie. On l'aurait plongé dans des bains chauds et apaisants pour soigner ses accès de froide mélancolie. On y aurait ajouté des plantes pour le faire infuser des herbes, pour hydrater et assouplir ses fibres nerveuses desséchées, devenues dures comme de la corne, pour ramollir sa volonté furieuse. Et il aurait ainsi macéré jusqu'à ne plus sentir la pulpe de ses doigts. On lui aurait placé un pain de glace sur la tête et les pieds dans une bassine d'eau brûlante pour créer un choc thermique et remettre ses idées en ordre. Chaque jour, on l'aurait mis à nu pour le soigner, le consoler, l'humilier et le punir. Aujourd'hui, Franck sort. On lui a trouvé une place en appartement thérapeutique. Mais la plupart des infirmiers prédisent son retour prochain. Franck dit qu'on le laisse partir car la folie n'est pas le nom de sa maladie, mais celui de son malheur. Et malgré l'insistance bienveillante du médecin, il menace déjà d'arrêter son traitement une fois dehors. Car quand j'arrête les médicaments, j'entends les âmes. Franck n'aime pas les adieux. Il ne fera pas le tour des patients et du personnel pour entendre les mêmes paroles d'encouragement et les mêmes mises en garde, pour recevoir les sourires désespérés de ceux qui restent. Il préfère couper court. Avant de sortir, Franck a récupéré ses bijoux, ses anneaux de pirate, son bracelet dragon, sa gourmette, son collier d'ambre, ses croix, sa chaîne en argent, ses multiples pendentifs celtiques et sa bague tête de mort. Tout ce qui tenait le mauvais œil à distance et qui lui a été soustrait à son arrivée. Quand je m'en offusque poliment, le psychiatre me répond que Franck s'ouvrait la peau, de la cuisse, du mollet, du bras, et glissait les croix et les médailles dans sa chair. Mais peut-être pour qu'on ne lui confisque pas. Peut-être était-ce la seule manière de conserver ici quelque chose de personnel. Franck a remis lentement ses bijoux.
une cérémonie méticuleuse, et on le sentait revivre, respirer mieux, tout son corps se redresser à la faveur de ce rituel, comme un guerrier qui récupère son armure, un sorcier qui retrouve ses amulettes protectrices. Désormais, Franck teinte à chaque pas, à chaque mouvement. Le cliquetis des colliers et des bracelets accompagne ses déplacements dans le couloir de l'hôpital, celui qui mène à la sortie. Et ce clapotis métallique fait surgir une autre image, celle du fou du Moyen-Âge, coiffé d'un capuchon cousu de grelots. Cette figure familière et puissante qui carillonne librement dans les rues et à la cour, s'annonce en faisant bourdonner ses clochettes. Ce bouffon qui incarne la déraison du monde, dépouille l'humanité de son arrogance et révèle à chacun sa pathétique vérité. À quoi tu penses, Franck? À mon cul et aux oiseaux. Merci. Merci beaucoup. Magnifique. Merci Joy. Alors, on va aller s'installer là-bas. En fait, c'est prêt, oui. J'aurais peut-être voulu quand même parler un tout petit peu, peut-être, de la genèse de ce texte et donc du travail que tu fais en ce moment. Juste savoir un peu pourquoi et comment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a conduit, quoi, donner envie d'aller explorer cet univers de l'hôpital psychiatrique qui ne doit pas être simple, je veux dire, ni à vivre, ni à y arriver. Et du coup, comment, enfin, je veux dire, voilà, enfin, en quoi consistait ton enquête, comment ça s'est passé? Ouais, parce que pourquoi ça va être compliqué de répondre? Pourquoi je m'intéresse à la psychiatrie? Ouais. Parce que c'est passionnant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le comment. Comment est-ce qu'on entre aujourd'hui dans des hôpitaux psychiatriques si on n'est pas ou malade ou soignant? C'est devenu extrêmement difficile. Voilà, moi je voulais écrire sur la folie de l'hôpital psychiatrique et il était essentiel pour moi d'être dans ces lieux, de faire un terrain, comme tu le disais tout à l'heure, de m'immerger pendant au moins un an, une fois par semaine. Ah oui, quand même. Oui. Et ça veut dire que ça a été beaucoup d'hôpitaux en fait, France, j'ai commencé par démarcher un premier hôpital à Auxerre, ça n'a pas pu se faire. Puis à Sainte-Anne à Paris, ça n'a pas pu se faire. Il y a une grande méfiance dans les hôpitaux psychiatriques, essentiellement à l'égard des journalistes, parce qu'ils considèrent que les journalistes les ont maltraités ces dernières années. Et toi, on te prenait pour une journaliste, écrivain, journaliste, voilà, c'est pareil. Voilà, on ne faisait pas vraiment la distinction. Donc j'ai essuyé beaucoup de refus et puis j'ai fini par entrer en contact par des biais, des fixeurs. Il faut vraiment des fixeurs dans ces cas-là. Entrer en contact avec un chef de service qui avait une fibre un peu plus littéraire, à qui j'ai apporté mes livres, avec lequel j'ai eu plusieurs entretiens, et qui a fini par me faire confiance. Et donc après, j'ai rencontré les équipes pour leur exposer mon projet. Puis j'ai rencontré les syndicats, la direction de l'hôpital. J'ai signé une charte de confidentialité. On a expliqué aux patients aussi ma présence. Donc ça s'est fait comme ça sur plusieurs mois. Et puis un jour, on m'a confié la clé du service. Et une charte de confidentialité, ça veut dire que, en gros, tu t'engages à passer par une forme soit de fiction, soit que les choses ne soient pas reconnaissables. Oui, c'est-à-dire que, évidemment que je ne peux pas donner les noms des gens qui sont là-bas, qui soient internés ou soignants, ça va de soi. Mais il faut aussi que l'hôpital ne soit absolument pas identifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire l'architecture, on ne peut pas dire dans quel département l'hôpital se trouve. Il faut rendre les choses absolument anonymes. Aucun détail ne doit pouvoir faire identifier le lieu. Sinon, on peut me poursuivre en justice.